Bonjour, je vais vous parler surtout de coopération. Je vais vous parler des compétences dont nous avons besoin pour mieux coopérer à la fois en famille, au travail et dans la vie sociale en général. Quand je démarre une conférence, en fait, je suis stressée. Je suis stressée parce que je suis seule et que vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs. Et du coup, je suis stressée parce que je me dis qu'il y a plus d'intelligence, plus de compétences, plus d'expérience, plus d'histoire ici que là. Et en plus, si je me raconte que je dois vous apporter quelque chose que vous ne connaissez pas encore, alors que je n'ai pas le temps de vous poser à chacun la question de ce que vous venez apprendre ou connaître, et que je ne vous connais pas, alors le stress est immense. Et le risque, c'est que je parte m'asseoir à côté de vous. Heureusement, j'ai une autre petite voix qui me dit quelque chose de plus cool, qui me dit que si je suis là, c'est parce que j'ai été invitée. Et que si vous êtes là, c'est juste que pour le moment, vous avez suffisamment d'a priori favorables pour rester là. Alors là, c'est déjà plus cool, je me sens mieux. Quel lien avec la coopération? Le lien avec la coopération, c'est que je suis passionnée depuis très longtemps sur le fait que je crois que 1 plus 1, c'est supérieur à 2. Alors je suis ingénieure, mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très bonne en calcul. Les professeurs de maths, mon comptable, n'apprécient pas trop ce genre de calcul. Mais par contre, je suis passionnée par les systèmes. Et dans un système, on sait que le tout est supérieur à la somme des parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nous que nous formons, et c'est à la fois évidemment la somme des personnalités que nous sommes, chacun avec ses compétences, avec son expérience, avec sa personnalité, avec son histoire, avec sa manière de voir les choses. Et en même temps, le nous que nous formons, il ne dépend pas seulement des compétences de chacun, il va dépendre aussi des liens que nous allons avoir les uns avec les autres. C'est cool, on vient de faire ça après la pause. J'espère qu'il y a eu des liens entre nous. Ce que nous allons faire ensemble, ce que nous allons produire, va dépendre à la fois, évidemment, des compétences de chacun, mais va dépendre aussi des liens que nous allons créer les uns avec les autres. Est-ce que ça veut dire que le 1 plus 1 est toujours supérieur à 2? Ce n'est pas mon expérience. J'aime jardiner. En fait, non, j'aime pas vraiment jardiner, j'aime planter. Et mon mari fait tout le reste. Il taille, il coupe, il tond la pelouse. Et au début, quand on a commencé à jardiner, ça se passait à peu près comme ça. Je plantais très bien. Des bulbes dans la pelouse. J'allais à la jardinerie, j'achetais des petites pousses de 5 cm de hauteur que je plantais avec application au milieu de la pelouse en me disant que quand ça allait fleurir, ça allait être joli, ces petites fleurs, ces petits crocus, ces petites jonquilles. Voilà, et d'autres fleurs. Et je me disais, ça va être super. Et puis la semaine d'après, mon mari passait la tondeuse. Et il coupait tout. Alors j'étais très bonne en plantation. Pas en plantage, en plantation. Mon mari était très compétent pour passer la tondeuse, mais collectivement, c'était pas top. C'était pas top à la fois pour ce que nous produisions ensemble, nous n'étions pas très performants collectivement, c'était pas top non plus, j'ai envie de dire, pour le relationnel, pour la joie, pour la satisfaction, j'avais quand même quelques reproches. Et ce qui m'a intéressée, c'est de voir, voilà, qu'est-ce qui fait que parfois, quand nous nous mettons ensemble, ce que nous produisons ressemble vraiment à quelque chose qui est supérieur à ce que nous aurions fait chacun. Et puis parfois, c'est assez désespérant et assez insatisfaisant. Il y a pas mal d'années déjà, la photo n'est pas très bonne, c'était avant le numérique. J'ai travaillé chez Matra Transport International, qui est une entreprise qui fabrique des métros, des automatismes de métro automatiques. Et on était passionnés par des conceptions de nouveaux systèmes de transport pour permettre aux gens de se déplacer avec plus de fluidité, plus de sécurité, plus de simplicité, plus de confort. Et ces photos, je les ai gardées parce que pour moi, elles symbolisent vraiment ce que j'aime vivre dans les équipes. Quelque chose de la magie qui se passe dans un orchestre. Ce que j'ai appris en fait dans cette expérience, c'est plusieurs choses, mais entre autres que dans la complexité dans laquelle nous sommes, et là on ne concevait pas des systèmes complexes, mais quand même des systèmes compliqués, la première chose, c'est que chaque personne ne peut dire « je sais ».
en fait, chacun a un point de vue, voit une partie du système, a une partie des informations, mais aucun d'entre nous n'a l'ensemble des informations qui nous permettent de résoudre les systèmes que nous avons à résoudre, les problèmes que nous avons à résoudre. Et du coup, on a besoin de compter les uns sur les autres, on a besoin de s'écouter. La deuxième chose que j'ai expérimentée, c'est que quand on a des difficultés sur les projets, finalement, c'est rarement les compétences techniques. Ce qui bug souvent, c'est les relations entre nous. Et mon problème, c'est que je n'avais pas appris à être en relation. Enfin, j'avais appris d'une manière assez sommaire, c'est que j'avais appris à avoir raison et à essayer de convaincre l'autre que s'il n'était pas d'accord avec moi, il fallait qu'il change d'avis. C'était super simple. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas au travail, et alors à la maison, ça marche en comment? Et je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas appris à entrer en relation et que c'est ça qui crée la magie ou pas de la réussite d'un projet. Quand je suis arrivée chez Matra Transport International, l'entreprise venait de vivre un traumatisme avec un projet qui s'appelait le projet Aramis. Aramis, c'était un projet extraordinaire, un projet parfait, avec des petites voitures, voilà, toutes petites, qui pouvaient s'attacher ensemble, se détacher ensemble, se détacher, s'attacher. Et l'idée, c'était qu'un passager allait prendre une voiture à sa station de départ, allait pouvoir aller jusqu'à sa station d'arrivée, sans avoir à s'arrêter entre les stations, puisqu'il allait choisir la voiture qui faisait son trajet avec d'autres voyageurs qui avaient la même station. Et puis, en fonction des besoins des voyageurs, en fait, les voitures allaient s'assembler de différentes manières. Ce projet a fonctionné pendant 15 ans. Il a occupé des dizaines, probablement des centaines d'ingénieurs, de personnes. Et tout d'un coup, il s'est arrêté. Il a coûté, je crois, à peu près 70 millions d'euros. Et puis, soudainement, il s'est arrêté vers les années 92, quelque chose comme ça. Moi, je suis arrivée un peu après. C'était franchement un sujet tabou dans l'entreprise. Mais moi, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé, parce que je n'avais pas envie de revivre la même chose, en fait. Je me dis, ça doit être terrible de passer 15 ans à aller bosser tous les matins, à aller faire des heures et des heures de travail. Au bout de 15 ans, on vous dise, finalement, tout ce que tu as fait pendant 15 ans, ça ne sert à rien, tu aurais pu aller te promener, prendre des vacances, t'occuper de tes enfants. Voilà. Je me suis dit, ça, j'ai vraiment pas envie de le vivre. Alors, je suis allée chercher un petit peu, et comme je ne trouvais pas tellement de réponses dans l'entreprise, j'ai lu en particulier un livre, le livre de Bruno Latour, que vous voyez ici, qui est un livre assez technique. Mais dans ce livre, j'avais surligné à l'époque un passage qui m'a beaucoup inspirée et qui, au fond, explique la démarche que j'ai eue après avec la communication non violente. Alors, je vais vous le lire, parce que ce passage, vraiment, il m'a parlé et il me paraît vraiment important. Il faut que vous imaginez, en fait, quand j'allais chez Matra Transport International tous les matins, j'allais au parking, au sous-sol, pour garer ma voiture. Et en passant pour ranger ma voiture dans le parking, on passait devant une voiture Aramis, qui était là un peu le symbole du projet, qui avait motivé, fait rêver des tas de gens, et qui finalement était un échec. Alors imaginez si Aramis, ce métro, pouvait parler, voilà ce qu'il nous dirait. Donc je parle à la place du métro. C'est bizarre, mais vous allez comprendre, j'espère. Surtout ne pas discuter. Ne pas douter, ne pas négocier, ne pas s'affronter. Mais ce n'est pas ainsi qu'on aime les êtres de la sorte. Une effrayante conspiration du silence. Voilà ce qui m'a imposé le silence. J'existerais au contraire si vous aviez parlé, vous, les muets. Le silence, c'est à moi de le porter, pas à vous. Vous, les humains, vous devez parler, vous devez discuter, vous devez vous fâcher. C'est votre rôle. Ce qui m'a touchée dans cette expérience, c'est qu'au fond, personne, c'était la faute de personne si ce projet s'était arrêté. Personne n'était coupable. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes qui, pendant le projet, avaient parlé et qu'on n'avait pas écouté. Des personnes qui avaient dit « ce projet, il est trop compliqué ». Des personnes qui avaient dit « ce projet, il ne répond pas vraiment aux besoins des villes aujourd'hui ». D'autres qui avaient dit « ce projet, il n'est pas vraiment fait pour
la circulation dans les villes, ils seraient plus utiles dans des navettes sur d'autres circuits. Mais ces gens-là, on ne les a pas écoutés, parce que le projet, il était tellement génial. Et on a continué, et les personnes qui étaient dans ce projet ont continué à vouloir réaliser le projet qui était extraordinaire, jusqu'à se rendre compte à la fin, au moment où c'était sur les tests de voie d'essai, c'est pratiquement à la fin du projet, que finalement, ce projet, il était inexploitable et ne répondait pas aux besoins des clients. Et ça m'a terrifiée, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas vivre ça dans mon travail. Et je crois qu'encore pire, je ne veux pas vivre ça dans ma famille. Je ne voudrais pas éduquer mes enfants et me rendre compte au bout de 15 ans que finalement, ce que j'ai fait, ce n'est pas ce qu'il fallait. On fait ce qu'on peut. On est d'accord. Et du coup, je me suis dit, finalement, la chose la plus importante, bien sûr, nous avons chacun nos compétences techniques, nos compétences métiers, mais en même temps, ce qui va faire la réussite de nos projets, c'est la qualité des liens que nous allons avoir les uns avec les autres, et en particulier notre capacité à écouter celui qui a un avis différent du nôtre. C'est facile de rester entre nous, avec des personnes qui pensent comme nous, et de se conforter dans nos idées, ça nous fait du bien, mais en même temps, je crois que dans la société actuelle, dans les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est indispensable qu'on apprenne à dialoguer avec des personnes qui ont des points de vue différents des nôtres. Depuis, j'ai rencontré un processus qui s'appelle la communication non violente, qui m'a vraiment permis de comprendre quelles sont les compétences qui me permettent de discuter avec quelqu'un quand je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà Bob. Bob, il est comme moi, il a des pensées, il observe des choses, il ressent des choses, il a des besoins fondamentaux, il fait des choix. Alors voilà ce qui se passe avec Bob. On travaille ensemble sur un projet et on a une décision à prendre qui va avoir un impact important pour nous dans les 2 ans à venir. Et je trouve que c'est génial la coopération avec Bob. On a fait un groupe de travail, ça fait plusieurs mois qu'on a fait un groupe de travail pour réfléchir à cette décision qu'on devait prendre. On a écouté les avis de tout le monde, j'ai pu donner des idées qui étaient vraiment super géniales, et il les a écoutées, c'est top. Je me suis dit, ça c'est la coopération que je veux. C'est génial. On s'écoute, on fait des propositions, on tient compte des avis de chacun. J'ai trouvé ça extraordinaire. Sauf que ce matin, Bob vient me voir et il me dit que finalement, il a pris une autre décision qui est complètement opposée à toutes les idées qu'on a eues pendant le groupe de travail. Et là, je me dis que franchement, il se fout de notre gueule. J'espère que ça ne vous arrive jamais, ce truc-là, parce que c'est juste insupportable. Et là, comment je fais? Comment je fais pour continuer à coopérer avec ce Bob qui vient de prendre une idée débile? Alors, je pourrais essayer de le convaincre. Je ne suis pas sûre que ça va marcher. La communication non violente, en fait, elle me permet 2 choses. La première, c'est de me rappeler mon intention. Pourquoi je vais mettre de l'énergie pour être en relation avec Bob, cet abruti? Ça va me demander du temps, ça va me demander de l'énergie, ça va me demander de l'énergie émotionnelle aussi. Comme dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, on va peut-être se fâcher. Et en même temps, je vais le faire parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs choses qui me poussent à le faire en fait. La première, c'est qu'on a un projet commun et que je me dis que si on veut réussir ce projet commun, on a peut-être intérêt à être en relation. Et j'ai envie de vivre le 1 plus 1 est supérieur à 2, même avec lui. La deuxième chose, c'est que je sais que nous sommes tous interdépendants. C'est-à-dire, je sais que ce que je fais a un impact sur Bob et un impact sur vous. Ce que Bob fait a un impact sur moi et peut-être même sur vous. Ce que nous faisons va avoir un impact sur vous. Ce que vous faites a un impact sur moi. Et du coup, je me dis que peut-être ça vaut le coup quand même d'essayer de construire quelque chose d'une relation constructive, même si c'est un peu compliqué. Et puis la troisième chose, j'ai envie de dire, c'est que je me rends compte que chaque fois que j'expérimente ça, j'apprends des choses, je grandis, j'évolue. Et du coup, j'ai un peu de curiosité quand même. Alors comment ça va se passer ça?
Ça, c'est la première chose. Donc, je vais entrer en relation avec Bob. La deuxième chose, c'est que la clé de la coopération, ça ne va pas être d'échanger au niveau de nos pensées, nos jugements, pour essayer de savoir qui a tort, qui a raison. De toute façon, je sais, c'est moi qui ai raison. Donc, la question ne se pose pas. Mais la clé de la coopération, c'est ça vraiment que j'ai découvert avec la communication non violente, c'est l'écoute de nos besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, c'est comme la source de ce qui nous motive. Tous nos jugements, tous nos sentiments, nos paroles, toutes nos actions, tous nos choix prennent leur source dans quelque chose qui nous motive à agir de la manière dont on agit. Donc l'avantage de nous relier avec les besoins fondamentaux, c'est qu'on se relie vraiment à la motivation profonde des personnes. Alors ça commencerait comment? Ça commencerait par l'auto-empathie, d'écouter quels sont mes besoins. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis que vraiment, c'est nul cette situation. C'est nul parce que je viens de perdre 3 mois. Et moi, mon besoin prioritaire, c'est de faire un bon usage de mon temps et de mon énergie. Ça, c'est vraiment important pour moi. Je déteste perdre du temps. Et puis après, je vais donner de l'empathie à Bob. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qui est précieux chez Bob. Et on va discuter. Bob, est-ce que tu prends une décision parce que c'était la plus légère pour toi? Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'en sortant de notre groupe de discussion, j'ai vu les décisions qu'on avait prises, qu'on avait décidées. Moi, j'arrivais pas à me les approprier, en fait. Et moi, j'ai besoin de me sentir en intégrité avec la décision que je prends. Ok, est-ce que ton besoin, c'est d'être en intégrité? Évidemment, ça prend un peu plus de temps, des fois. Hein. Ok, c'est ça. Quand je me relie aux besoins, voilà, moi, un besoin de faire un bon usage de son temps, lui, un besoin d'intégrité, il y a quelque chose dans mon cœur qui s'ouvre, parce que je vois qu'on n'est pas l'un contre l'autre. Moi aussi, je connais le besoin d'intégrité. Et du coup, on va pouvoir construire quelque chose qui va prendre soin des besoins de chacun. Par exemple, je pourrais demander à Bob, écoute, est-ce que la prochaine fois, on fait un groupe de travail, est-ce que tu serais d'accord pour donner un peu les limites dans lesquelles toi, tu te sens en intégrité? Comme ça, moi, je sais où je mets mon énergie. Je vous garantis que si vous écoutez les besoins fondamentaux qui vous animent et les besoins fondamentaux qui animent l'autre, en maximum 3/4 d'heure, vous trouverez une solution. Et je voudrais finir par un proverbe africain que j'aime beaucoup, qui dit « Quand les branches se querellent, les racines s'embrassent ». Bonne suite.